Jean-Gu, un lycéen, était harcelé, son seul tort, avoir refusé d'aider une bande de délinquants à tricher à un examen. En guise de punition, ils l'ont forcé à rester au garde à vous, en plein parc, terrifié, les larmes aux yeux. Jean-Gu était harcelé sans relâche par ses harceleurs qui continuaient de l'insulter et de le railler. L'un d'eux, encore furieux, lui donna un coup de pied. Jean-Gu trébucha, parvint à se relever, mais un autre le jeta à terre d'un coup de poing. Ils exigèrent de savoir s'il avait compris la leçon, mais Jean-Gu resta inflexible, affirmant qu'il ne les aiderait jamais à tricher. Voyant son entêtement, le chef de la bande lui asséna un nouveau coup de pied, et chaque fois que Jean-Gu tentait de se relever, il recevait un autre coup de pied brutal. Deux filles complices des harceleuses les ont encouragées, attisant ainsi la colère. À leur insu, une passante a été témoin de toute la scène et a commencé à les filmer avec son téléphone. Elle s'est avancée et les a menacées de diffuser la vidéo en ligne si elle ne cessait pas. Face à cette jeune fille apparemment fragile qui n'avait pas peur de leur tenir tête, les 4 harceleuses, au lieu de reculer, ont continué leurs insultes. La jeune fille a calmement demandé à Jean-Gu de partir, mais paralysé par la peur et la présence de l'agresseuse, il était incapable de bouger. À ce moment-là, une des filles s'est approchée de celle qui avait le téléphone, prête à lui donner une leçon, mais cette dernière l'a immobilisée d'un geste fulgurant. Voyant son amie en difficulté, l'autre fille se précipita, mais fut repoussée sans effort et atterrit près de son amie inconsciente. Le chef de la bande, voyant ses camarades humiliés, s'avança, exhibant quelques mouvements qu'il pensait sans doute impressionnants. Disons simplement que ses compétences en arts martiaux laissaient à désirer. Avant même qu'il puisse réagir, il fut mis KO par une série de coups rapides et s'écrasa lourdement au sol. Voyant un autre tyran assez imprudent pour s'approcher, la jeune fille serra le poing et lui asséna un puissant uppercut qui l'envoya s'écraser au sol. Sans perdre une seconde, elle pivota et porta un coup de pied sec avec ses baskets blanches immaculées au meneur de la bande, qui était désormais incapable de se relever. Jean-Gu assista à toute la scène, stupéfait et silencieux, complètement abasourdi. Il n'arrivait pas à croire qu'une telle personne puisse être aussi douée. Il apprit bientôt qu'elle s'appelait Cheyenne et qu'elle était championne nationale de karaté de Corée du Sud. Son père était encore plus impressionnant, ceinture noire de karaté, il dirigeait son propre dojo. Ayant grandi sous l'influence paternelle, Cheyenne avait maîtrisé diverses techniques de combat dès son plus jeune âge. Cela expliquait pourquoi elle n'avait jamais perdu un combat contre les brutes. Cheyenne avait un sens aigu de la justice et ne supportait pas de voir les faibles se faire harceler. Elle intervenait donc toujours pour les défendre. Cependant, son implication constante dans les bagarres lui avait valu de nombreuses suspensions scolaires. Ce n'était pas la première fois qu'elle risquait l'exclusion. Alors qu'elle s'éloignait, les harceleurs, trop intimidés pour riposter, ne purent que prier pour qu'elle ne revienne jamais. N'ayant pas d'autre choix, le père de Cheyenne dut la changer d'école. En chemin, il l'a mis en garde contre toute implication, lui rappelant que le harcèlement scolaire était un fléau universel. Ironie du sort, à peine avait-elle quitté son père qu'elle tomba sur une autre bande de voyous qui s'en prenait à Jean-Gu. Une fois de plus, Cheyenne ne put rester les bras croisés et intervint. Le destin, ou peut-être la malchance, voulut qu'elle découvre plus tard que ces brutes se trouvaient dans sa nouvelle classe. Sous le choc de leur récente humiliation, les 2 harceleurs gardaient la tête baissée, trop honteux pour regarder qui que ce soit dans les yeux. Jean-Gu, en revanche, était aux anges. Il n'aurait plus à vivre dans la peur d'être harcelé. Il tenta d'engager la conversation avec Cheyenne, mais elle le repoussa. Déçu mais déterminé, il attendit la fin des cours pour la recontacter, désireux de la remercier de son intervention. Cependant, Cheyenne lui ordonna de rester à distance, expliquant que plus que les harceleuses eux-mêmes, elle méprisait ceux qui étaient trop faibles et lâches pour se défendre. La timidité de Jean-Gu était liée à ça situation familiale. Son père était décédé quelques années auparavant, le laissant, avec sa mère, gérer seul leur petit restaurant. Sans la protection paternelle, l'établissement était souvent la cible de fauteurs de troubles. Ce soir-là même, 2 hommes ivres refusèrent de payer l'addition. La mère de Jean-Gu leur fit simplement remarquer qu'il se faisait tard, mais l'un d'eux la poussa violemment et la fit tomber. Jean-Gu tenta d'intervenir, mais fut aussitôt roué de coups par les voyous. Sa mère, craignant pour sa sécurité, leur dit de garder l'argent pour qu'ils s'arrêtent. Vivre dans cette vulnérabilité constante avait forgé le caractère timide de Jean-Gu. Pourtant, il était déterminé à changer. L'apparition de Cheyenne avait fait naître en lui une lueur d'espoir. Le lendemain, les 2 filles qui avaient accompagné les harceleuses, en compagnie de Yann, ont confronté Cheyenne. Yann a exigé qu'elle supprime la vidéo, mais Cheyenne a refusé catégoriquement. Face à son insolence, Yann l'a giflé,
mais Xian a bloqué le coup sans effort d'une main, puis d'un balayage rapide, a envoyé Yan au tapis. Les deux autres filles témoins de la scène s'enfuirent rapidement, laissant Yan planté là, complètement gêné. Jonggu, qui avait assisté à toute la scène, rassembla son courage après les cours pour aborder à nouveau Xian et lui demander de lui apprendre à se battre. Xian allait d'abord refuser, mais en entendant l'histoire de Jonggu et de sa mère, elle se laissa attendrir. Elle accepta de l'emmener au dojo de son père et de l'inscrire comme élève. Cependant, juste après que Jonggu eut payé les frais d'inscription, Xiaoyan, à sa grande surprise, exigea une part. Jonggu, concentré sur son objectif de devenir plus fort, n'y prêta pas attention. Le coup lui semblait insignifiant comparé à la récompense potentielle, mais lorsqu'il arriva pour son premier cours, il réalisa qu'à part Xiaoyan, il était le seul élève de tout le dojo, hors de forme et peu habitué à l'effort physique. Il peinait à suivre l'entraînement, le père de Xian le poussait à bout avec des étirements et des exercices exigeants, tandis que Xiaoyan supervisait son entraînement avec la rigueur d'un sergent instructeur. Pendant ce temps, Yan, encore blessé par son humiliation, chercha de l'aide auprès de deux frères du conseil étudiant. En entendant son histoire, Kong-sik entra dans une colère noire et jura de l'aider à laver son honneur. Quant à elle, semblait indifférente, à peine attentive. Il s'avéra que ces trois-là étaient pris dans un triangle amoureux, Kong-sik aimait Yan, mais elle était éprise de Hong. Peu après, deux des brutes de leur classe retrouvèrent Xiaoyan et lui transmirent un message. La présidente du conseil des élèves l'a convoquée pour discuter. Malgré le danger potentiel, Xiaoyan n'avait pas peur, elle voulait voir ce que la prétendue chef de l'école pouvait lui faire. Cette audace a intrigué quand Xian est arrivé et a vu Yan aux côtés d'eux. La présidente du conseil des élèves, elle a immédiatement compris ce qui se tramait. Kong-sik interrogea alors Xiaoyan sur les raisons de son agression. Elle expliqua calmement qu'elle n'avait fait que se défendre et raconta comment les quatre brutes s'étaient ligués contre Jonggu parce qu'il avait refusé de les aider à tricher. Isom, comprenant la situation et reconnaissant l'injustice des agissements des brutes, passa outre les objections de Kong-sik et laissa partir Xian. Yan, témoin de la scène, était furieux. Kong-sik reprocha à Isom d'avoir pris une telle décision unilatéralement, et une dispute commença à éclater entre les deux amis. Plus tard dans la soirée, lors d'une réunion du conseil étudiant, Kong-sik, sans consulter son frère, abusa de son autorité pour recruter un ancien détenu imposant au crâne rasé, tandis que tous les autres discutaient et riaient. Assis là, se sentait isolé et désabusé par la routine insignifiante de ses journées. Pour ne rien arranger, Kong-sik révéla son intention de rejoindre un gang local, un projet qui exigeait un droit d'entrée exorbitant. À court d'argent, il chargea l'ancien détenu d'extorquer de l'argent aux autres élèves. Yom le mit en garde contre ce jeu dangereux, mais Kong-sik refusa obstinément de l'écouter. Une violente dispute éclata entre les deux. Le lendemain, Kong-sik fut confronté à des membres du gang mené par un individu menaçant nommé Sung-min. Ce dernier le menaça, exigeant le paiement intégral des frais d'initiation sous peine de représailles. Face à leur force écrasante, Kong-sik n'eut d'autre choix que de baisser la tête et de se soumettre à l'intimidation de Sung-min. Lorsque Sung-min apprit qu'on n'avait aucune intention de se joindre à eux, ils lui firent une autre proposition. Ils lui offrirent une adhésion gratuite, persuadés que sa présence faciliterait leurs affaires au sein de l'école. Les membres de Sun comptaient exploiter les étudiantes en les mettant en relation avec des hommes plus âgés et fortunés en quête de compagnie. On était dégoûté par cette proposition, il aurait préféré mourir plutôt que de fréquenter une telle racaille. Pendant ce temps, Kong-sik, à court d'argent, jeta son dévolu sur Jonggu. Ces deux hommes de main l'encerclèrent rapidement et s'apprêtaient à l'emmener de force lorsqu'Eon arriva par hasard. Il intervint, créant une diversion pour permettre à Jonggu de s'échapper. Cependant, les hommes de main, obéissant aveuglément aux 6 ordres de Kong, refusèrent de le laisser partir. Exaspérés par leur harcèlement incessant, on craqua. 3 coups de poing et 2 coups de pied suffirent à les maîtriser, mais soudain, l'ex-détenu lança une attaque surprise, prenant Eon par surprise d'un coup de pied brutal. Avant même que Eon puisse réagir, il fut terrassé par une raclée impitoyable. Uniquement déterminé à soutirer de l'argent à Kong-sik, l'ex-détenu poursuivit son agression, sans se soucier de l'identité de sa victime. Heureusement, Xiaoyan arriva juste à temps et lui ordonna de s'arrêter. L'ex-détenu l'ignora, mais son arrogance causa sa perte. D'un seul coup de pied bien placé, Xiaoyan l'envoya valser, puis, dans une rafale de coups fulgurants, un coup de pied, 2 coups de pied, 3 coups de pied, suivi d'un coup de pied circulaire dévastateur. Elle le mit KO. Même Hong, allongé au sol, était impressionné par sa maîtrise. Après le combat, Xiaoyan prit le sac de
Jong-gu s'apprêtait à partir avec lui. Alors qu'ils allaient quitter les lieux, souffrant de ses blessures, interpella Jong-gu et lui demanda comment Chaeyoung était devenu si doué. Apprenant que sa famille possédait un dojo de karaté, il s'y inscrivit aussitôt, devenant ainsi le deuxième élève. À partir de ce moment, il changea radicalement de vie et se consacra à la voie de la droiture. Tous deux s'entraînaient assidûment chaque jour avec Jong-gu. À chaque fois qu'ils se croisaient, Jong-gu prenait une pose de karaté caractéristique, et on lui répondait poliment par la même pose, suivi d'un geste d'encouragement avant de se diriger vers les vestiaires. À midi, le père de Chaeyoung leur offrait des ramen périmés qu'il dévorait avec appétit, faute d'une bonne condition physique. Jong-gu rencontrait souvent de petits contretemps à l'entraînement, tandis que Aon réussissait chaque exercice avec aisance. Un jour, arrivant au dojo et voyant Jong-gu s'entraîner à la corde à sauter, Aon le salua d'un geste de karaté traditionnel, reçut un signe de tête en retour, puis salua l'instructeur et se changea rapidement. Pendant une pause, le père de Chaeyoung acheta des glaces pour tout le monde. Aon en prit 2 sans hésiter. Remarquant que Jong-gu n'en avait pas eu, il partagea les siennes, à la grande joie de Jong-gu. Plus tard, pendant une séance d'abdominaux, voyant Aon utiliser des haltères roses pour augmenter la résistance, Jong-gu, par esprit de compétition, prit des haltères encore plus lourds. Pour ne pas être en reste, Aon ajouta un sac de sable à sa routine. Jong-gu, exaspéré, s'empara alors de l'extincteur du dojo, mais Chaeyoung l'en empêcha d'un coup sec au bras, mettant ainsi fin à sa bêtise. À l'heure du dîner, le père de Chaeyoung leur servit ses ramen périmés habituels. Remarquant le manque d'appétit de Aon, il lui donna gentiment un morceau de kimchi à la main. Ce jour-là, le père de Chaeyoung dut partir en voyage d'affaires, laissant le dojo sous leur responsabilité pour quelques jours, avant son départ, et leur avait expressément demandé de veiller sur sa fille. Plus tard, en rangeant, Yom profita de l'occasion pour demander à Jong-gu s'il était libre ce week-end-là. Il avait 3 places de cinéma et voulait les inviter tous les deux. Chian n'avait pas prévu de se joindre aux 2 garçons au départ, mais voyant leur enthousiasme sincère, la jeune fille, fière, feignit d'hésiter avant d'accepter. Après le film, on proposa d'aller manger un morceau et inventa un jeu pour décider qui paierait. Ils finirent par se retrouver dans une salle d'arcade à jouer à un jeu de lancer de balles. Malgré son talent exceptionnel en karaté, Chaeyoung n'avait pas réussi à toucher une seule cible après 10 essais. Elle n'avait vraiment pas de chance. Elle plaisantait en disant qu'elle n'aurait même pas gagné au loto. Démoralisée, elle abandonna et se retira. Yom encouragea alors Jong-gu à essayer, avec l'intention de le consoler en cas d'échec. À la surprise générale, Jong-gu, le studieux, révéla un talent insoupçonné, atteignant toutes les cibles sur son lancer, mais Chaeyoung n'était pas dupe. Elle les défia à une compétition où elle savait qu'elle excellerait, et le score obtenu laissa les 2 garçons sans voix. Le soir même, Jong-gu les invita à un délicieux repas au restaurant familial, préparé par sa mère. Pendant ce temps, les brutes, désormais occupés à collecter l'argent du racket pour leur bande, amassaient une belle somme. Ne s'en prenant plus à Jong-gu, il s'était attaqué à un autre élève vulnérable. Jong-gu ne supportait pas de voir son camarade se faire harceler, se souvenant de la gentillesse de Chaeyoung, et ne voulait pas que quiconque subisse le même sort. Le meneur l'avertit de déguerpir, sinon il serait le prochain, mais Jong-gu resta sur ses positions. Un des harceleurs se jeta sur lui et lui asséna un coup de pied, mais Jong-gu, n'étant plus aussi timide, se jeta en avant, plaquant le second tyran et criant à son camarade de courir chercher un professeur. Cependant, le meneur fut plus rapide et rattrapa l'élève en fuite. Jong-gu fut alors roué de coups. Après les cours, Jong-gu, abattu, retourna au dojo et demanda au père de Chaeyoung s'il existait un art martial qu'il pourrait apprendre rapidement. Voyant son élève meurtri et amoché, le sensei comprit que continuer ainsi n'était pas une solution viable et décida d'enseigner à Jong-gu une technique secrète. La main tranchante. Cette technique concentrait la puissance dans l'auriculaire, privilégiant la vitesse, la précision et la force pour porter un coup dévastateur. Il ordonna à Jong-gu de s'entraîner 1000 fois par jour. Pendant ce temps, au contact de Chaeyoung et Jong-gu, avait compris le véritable sens de l'amitié. Non seulement il annonça à Kong-sik sa démission du conseil étudiant, mais il exigea également qu'on laisse Chaeyoung tranquille. Kong-sik rétorqua qu'il agissait ainsi pour leur avenir, envisageant de monter une entreprise ensemble après leurs études. Il rétorqua que le succès devait s'acquérir par le travail, et non par l'exploitation et l'oppression. Leur amitié brisée, ils se livrèrent à une violente bagarre dans un entrepôt, un combat acharné de 28 rounds qui se termina par leur séparation. De retour au dojo, Chaeyoung soigna les blessures de Aon, il l'a mis en garde contre les brutes, mais Chaeyoung, bien sûr, n'en avait pas peur.
Pendant ce temps, Kong Sik, de concert avec Yan, ourdissait un plan bien plus sinistre, visant à neutraliser Xian définitivement. Le lendemain, Xian reçut un message de Yan s'excusant pour le passé et l'invitant au salon pour déguster un délicieux bubble tea. Malgré ses soupçons, Xian décida d'y aller. À son arrivée, Yan, pleine d'excuses et d'humilité, l'encouragea à boire le bubble tea encore chaud. Alors que Xiaoyan s'apprêtait à finir son verre, Yan, comme prise d'un pincement de culpabilité, renversa la tasse, révélant que les brutes l'avaient drogué. Kong, furieuse de la trahison de Yan, la gifla. Avant que Xiaoyan ne puisse réagir, l'ancien détenu qui rôdait non loin lança une attaque surprise et la maîtrisa. Xian était en grand danger. Entre-temps, Zhonggu surprit une conversation entre les brutes, pressentant le danger, se précipita au dojo pour retrouver Aon. Ensemble, ils retournèrent en courant à l'école, mais furent interceptés par l'ancien détenu. Celui-ci les conduisit dans un gymnase désert où ils se retrouvèrent encerclés par une douzaine d'individus menaçants. C'était un piège tendu par les brutes. Voyant la situation, les deux hommes adoptèrent immédiatement une position de combat et une bataille féroce éclata. L'ancien détenu, reconnaissant en la plus grande menace, ordonna aux autres de concentrer leurs attaques sur lui tandis qu'il attendait une ouverture pour frapper sur le côté, et on para habilement chaque coup, puis repéra rapidement Zhonggu et le plaça derrière son dos pour le protéger. Entre-temps, Zhonggu constata avec surprise que la technique de la main tranchante qu'il avait assidûment pratiquée était en réalité très efficace. Il se lança dans une contre-attaque féroce, mettant à terre plusieurs adversaires. Cependant, Aon fut soudainement saisi et immobilisé. Voyant cela, Zhonggu se précipita sans hésiter et porta un puissant coup de main tranchante. Malgré cette liberté retrouvée, Zhonggu se retrouva de nouveau encerclé, et on profita de l'occasion pour neutraliser les derniers agresseurs. Finalement, face à face avec l'ex-détenu épuisé, il asséna un duel décisif d'un coup de pied circulaire parfaitement exécuté, et on mit fin au combat. Sans plus attendre, ils partirent à la recherche de Xian. Pendant ce temps, Kong Sik avait ligoté Xiaoyan et s'apprêtait à le blesser gravement lorsque Yom et Zhonggu firent irruption dans la pièce. Fou de rage et humilié, il frappa une fenêtre. Yom avait d'abord l'intention d'appeler la police, mais Kong Sik le menaça de défigurer Xiaoyan s'il le faisait. Pour éviter cela, ils obtempérèrent à contre-cœur. On s'avança lentement comme on le lui avait ordonné, puis fut contraint de s'agenouiller. Kong Sik, toujours rongé par la rage, déchaîna une pluie de coups de poing et de pied, invectivant Hong pour avoir trahi leur amitié. Voyant Ezin au bord de la rupture, Zhonggu profita d'une ouverture et porta un coup de main tranchant comme un couteau, d'une force surprenante. Furieux, Kong Sik se rua sur Zhonggu, mais reçut un autre coup de main tranchant. Cependant, le répertoire limité de Zhonggu fut rapidement exploité par Kong Sik, qui lui saisit le bras et lui asséna une série de coups de poing, le laissant incapable de se relever. Mais Kong Sik était tombé dans un piège. Xian, s'étant libéré, lança un coup de pied rapide, suivi d'un coup de hache dévastateur. Tout en le frappant, elle déclara « Combattre sans justice n'est que pure violence, la droiture sans force n'est que pure impuissance ». Malgré ses efforts, Kong Sik ne parvint pas à toucher Xiaoyan. Exaspérée, elle l'acheva d'un puissant coup de la technique de l'aigle fixant le lapin, l'envoyant s'écraser au sol. Zhonggu, se relevant avec difficulté, aida Aon à se relever. Une fois de plus, Xiaoyan a vaincu les forces du mal au sein de l'école, et c'est la fin du film. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer les notifications pour ne manquer aucun autre excellent film.